Eh bien, bonjour. Voilà, nous démarrons donc les 14e rencontres d'Espace Marx, alors dans des conditions un peu particulières cette année. Donc, je passe tout de suite la parole à Jean-Marie qui va présenter Marie-Claude, et Marie-Claude ensuite interviendra. Oui, bonjour à vous tous. Donc, merci Dominique d'avoir eu le courage d'organiser donc ces 14e journées d'Espace Marx Bordeaux-Aquitaine. Donc, la journée démarre par une intervention de Marie-Claude Bergougnan. Marie-Claude Bergougnan, économiste ayant enseigné et cherché à l'Université de Bordeaux 4 autrefois et qui est aujourd'hui professeur émérite de sciences économiques et qui va donc, si j'ai bien lu le résumé que tu as envoyé, qui va nous parler donc du concept de commun en liaison avec la disparition, point d'interrogation, l'évanescence, point d'interrogation, ou au contraire le maintien des classes sociales. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc, je vais essayer de dire un petit peu pourquoi cette communication. En fait, j'ai reçu la thématique de cette année, qui est donc commun, commune et communisme, pluriel. Et je me suis sentie interpellée, en fait, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce petit papier. Donc, interpellée par quoi? Bien, par l'idée que, pour moi, le commun, c'est ce qui est partagé, c'est ce qui répond plus collectivement à l'idée d'utilité commune, selon d'ailleurs ce que nous dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et donc, j'ai comparé ce propos, en fait, avec ce qui actuellement court dans notre société, c'est-à-dire des discussions, des débats autour de, en effet, l'idée que les classes auraient disparu, ou en tout cas que nous serions face à une multitude répondant à la dénomination de classe moyenne. Et puis aussi une autre interrogation qui a croisé celle-ci, c'est l'idée que finalement, les clivages qui apporteraient à l'heure actuelle seraient sociaux, c'est-à-dire répondant à des discriminations de genre, ou de couleur de peau, ou voire d'orientation sexuelle. Et à l'envie, on peut multiplier comme ça les critères. Alors, pour aller, comment est-ce que j'ai procédé? Eh bien, j'ai commencé par essayer de voir si l'on pouvait toujours parler de classe. Je n'y ai pas accordé une importance considérable en réalité. Peut-être que ma présentation le laissait penser. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis dans ce court paragraphe, faut-il renouveler l'analyse des classes? Bien, je réponds plutôt non. Plutôt non, pourquoi? Parce qu'en réalité, les classes sont toujours en recomposition perpétuelle. C'est ce que Marx nous apprend depuis le départ, c'est-à-dire sur le plan des catégories à observer. Ce que l'on place sous la dénomination de prolétariat ou de classe ouvrière, en fait, est un ensemble qui est mouvant du fait que les positions dans la division du travail vont forcément bouger. Alors, est-ce que ça veut dire que les frontières disparaissent? Non. Donc, j'ai fait apparaître que ce que l'on appelle classe moyenne, en fait, peut être subdivisé en des sous-ensembles et que ces sous-ensembles sont dynamiques. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans l'idée que les classes pourraient disparaître? Bien, effectivement, il y a eu un effritement de la société salariale, c'est-à-dire que le modèle social, les régulations que l'on connaissait dans la période dite des 30 Glorieuses et au-delà, ont disparu, ou en tout cas se sont modifiées. Alors, qu'est-ce qui demeure dans l'identité des classes, au-delà du maintien des disparités salariales? Il y a aussi le maintien des disparités de patrimoine, de l'accès à l'épargne. Il y a aussi les inégalités des chances concernant l'école. Bon, je ne vais pas m'étendre sur tous ces sujets, mais l'origine sociale fait que l'on n'a pas les mêmes chances et que l'on peut même considérer que quelque part les dés sont typés dès la naissance. Alors, ceci m'amène à considérer toujours dans cette optique de la classe l'idée d'une identité collective. Est-ce que l'identité collective a disparu? C'est ce qui se dit le plus couramment. Et donc, est-ce que la conscience, en fait, il s'agit de la conscience de classe, qu'en est-il de la conscience de classe?
Alors, c'est vrai que l'heure est à l'hypothèse de la fragmentation des anciennes classes à travers l'idée de la baisse de la syndicalisation, à travers l'idée du brouillage des identités de classe. Est-ce qu'on doit considérer pour autant que la conscience de classe a disparu? Ma réponse là aussi est non, mais je dirais non, parce que à travers d'autres marqueurs, elle se voit. Elle se voit à travers, par exemple, une forme de l'abstention. Elle se voit à travers une forme des votes protestataires. Il y aurait beaucoup à dire derrière ce terme, mais enfin, j'essaie d'aller assez vite. Et donc, ce qu'on peut considérer, c'est plutôt que la conscience sociale est invisibilisée. Par qui? Par le discours dominant, qui, en effet, fait apparaître que, en réalité, ce qui compte, ce sont les individus, les personnes, et que ce qui compte, c'est la façon dont la personne va trouver sa place, effectivement, pour certains, lié à un mérite. Donc, tout ça, on connaît de toute façon assez clairement. Alors, j'ai juste fait apparaître aussi que l'épisode dit des Gilets jaunes, enfin, l'événement et le mouvement des Gilets jaunes peut être vu comme un révélateur de cette identité collective, mais d'une identité qui est en effet apparue comme ambiguë parce que, quelque part, il y a eu refus d'affronter la diversité des composantes et on n'a pas non plus vu, en tout cas, il y a eu un certain échec à transformer, disons, cette prise de conscience en une prise de parole politique unifiée ou qui tenterait effectivement de dépasser la fragmentation des individus. Donc, ceci m'amène à considérer dans un second point l'hypothèse d'une fragmentation symbolique. Alors, la fragmentation symbolique n'est donc opposée à celle qui serait objective, reprend l'idée, en effet, qu'actuellement, il y a certainement apparition d'une multiplicité de formes d'appartenance, alors de genre, religieuse, ethnique, culturelle, qui s'expriment effectivement davantage dans nos sociétés. Et pour certains, le conflit économique, le conflit social laisserait place à des luttes pour la reconnaissance des identités et des différences. Et ceci affaiblirait donc là les solidarités de classe. Alors, ceci a donné lieu à une querelle dont, par exemple, Gérard Noiriel a effectivement, je dirais pas fait les frais, parce qu'il a un petit peu aussi, d'après moi, cherché les bâtons pour se faire battre. Alors, pourquoi? Parce qu'il a pris position en faisant apparaître que l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'idée que l'on peut faire apparaître qu'il y a des dominations plurielles et pas simplement des dominations de classe, des dominations donc, qui sont liées au genre, etc. Donc cette domination donc, liée donc, à l'intersection des différents types de domination, y compris la domination de classe, serait identitaire. Et il a posé le mot identitaire sur les manières de faire apparaître, en effet, ces discriminations. Et évidemment, il a porté cette appréciation en plein débat sur la loi sur le séparatisme et sur l'idée qu'à l'université, on apparaîtrait des formes comme ça de gauchisme, islamo, etc. Donc, dans ce contexte-là, il a voulu sans doute faire apparaître que la classe comptait. Mais il s'y est sans doute mal pris, puisqu'il se voit maintenant accusé de vouloir en fait mettre l'été noir en fait sur des revendications qui peuvent apparaître comme justes. Alors ça m'a mené ceci à essayer de voir si ce débat était nouveau. Alors ceci m'a ramené un petit peu à mes études antérieures, c'est-à-dire en fait, à ma recherche de thèse, c'est-à-dire ça date il y a fort longtemps, oui, où en effet, le travail que j'avais tenté de faire était d'essayer de faire apparaître quels étaient
les soubassements de ce que l'on appelle la condition féminine, c'est-à-dire la manière dont, en effet, cette dite condition de subordination ou d'exploitation peut en effet être reliée à la marche du système capitaliste. Vaste projet, qui effectivement n'a pas toujours reçu un accueil favorable, mais d'une part, de la part de ceux qui ne voyaient que dans l'économie que le seul critère capable en effet, d'advenir, mais aussi, je dirais même à gauche, puisque un certain nombre d'acteurs ont d'une certaine manière souhaité hiérarchiser les critères. Donc, certes, la domination des femmes, certes, leur exploitation, y compris dans le domaine économique, mais il fallait savoir serrer les questions. Et par exemple, les luttes de femmes étaient classées comme étant relevant de la contradiction secondaire, donc de la part des marxistes, même c'était ça qui était un petit peu dit. Et la contradiction principale, forcément, c'était bourgeoisie, prolétariat, enfin, la chose bien classique que l'on connaît. Et donc, quelque part, on peut considérer qu'à nouveau ressurgissent un petit peu les mêmes démons, c'est-à-dire ceux qui nous empêchent de faire du commun. Parce qu'en fait, ma question au départ, c'est de me dire, bon, effectivement, comment est-ce que l'on peut faire du commun? Et je fais apparaître qu'en effet, l'intersectionnalité, ce qu'elle représente aujourd'hui, n'est peut-être pas un paradigme de recherche scientifique, on aurait beaucoup à dire derrière ça, mais en tout cas, pour moi, et je reprends un mot de Laclos et Mouffe, est un point modal, c'est-à-dire un point sur lequel on a intérêt à se focaliser. Alors, pas simplement pour montrer que le genre a une histoire, c'est-à-dire réhistoriciser le genre, par exemple, ou la race, etc., mais faire apparaître qu'il y a des conditions qui sont des conditions d'opprimer et de dominer, qu'il y a un rapport de force spécifique qui s'instaure et que ce rapport de force, en effet, s'inscrit dans l'ensemble des autres rapports, et y compris sont un rapport économique, éventuellement. Donc, ceci m'a amené à me demander si actuellement la question est bien traitée. Alors, elle est instituée quelque part. Elle est instituée où? Et ceci m'amène à poser un terme d'aporie de l'institutionnalisation. Alors pourquoi? Parce que chaque fois que de nouveaux savoirs apparaissent à l'université, à l'issue de luttes par exemple, qu'est-ce qui se passe? On peut considérer que ces luttes sont à nouveau minorisées. C'est-à-dire qu'en effet, on leur accorde une place, mais en réalité, c'est une place secondaire. Et bon, j'ai vécu ça par rapport aux études féministes, et à nouveau, ça réapparaît maintenant au sujet, par exemple, de ce qu'on appelle les études décoloniales. Bon, ou par exemple, alors ça a eu lieu aux États-Unis, mais ça se produit aussi en France avec toujours un petit délai, et c'est une forme pour moi de dépolitisation. C'est-à-dire que, alors, bon, je prends à mon compte un certain nombre d'auteurs, donc par exemple Sirma Bilge, qui est une féministe assez connue, et qui dit qu'effectivement la pensée raciale se trouve à nouveau marginalisée. Alors elle parle de blanchiment. Alors ce blanchiment, le terme est intéressant parce qu'il renvoie à quoi? Il renvoie à l'idée que les femmes noires, par exemple, qui avaient porté la question au départ, se trouvent quelque part dépossédées dans l'espace universitaire. Pourquoi? Comme toujours, il y a une espèce de blabla qui s'instaure et finalement, on ne sait plus trop de quoi on parle parce qu'on finit par théoriser pour théoriser, mais sans s'intéresser à ce qu'il peut y avoir de concret et de réel derrière le sujet. Et en termes de blanchiment, il y a le terme de blanchiment renvoie aussi à l'idée que quelque part, les féministes anciennes manières se trouvent comme ça dédouanées de leur manque d'appréciation de l'importance de la question raciale. Donc, il y a tout un débat qui, pour l'instant, est interne à l'Amérique, mais qui est en effet sous-jacent déjà en France. On voit arriver un petit peu ces choses-là. Alors, que propose
cette personne, Sirma Bidjel, propose d'en revenir en fait à ce qui serait une articulation des savoirs de façon utile et concrète, c'est-à-dire de s'intéresser plutôt aux luttes intersectionnelles qu'à la théorie intersectionnelle. Et par exemple, j'ai pris un petit exemple parce qu'il me paraît tout à fait intéressant, qui permet de voir comment on peut joindre les approches intersectionnelles en termes de race, genre et classe. Alors, il y a eu récemment une pétition en France, qui est le 3 novembre 2021, je ne sais pas si vous avez vu. Aujourd'hui, à partir de 9h22, les femmes commencent à travailler gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Alors, c'est une pétition, donc pour ma part, j'ai signé, et qui renvoie à l'idée d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur quoi? Bien sûr, les discriminations salariales dont sont victimes les femmes. Et effectivement, la question qui m'a resté intéressante, c'est que toute catégorie confondue, l'intersectionnalité et l'approche de classe étaient, si vous voulez, servies dans la même revendication. Et notamment, il y avait des revendications aussi d'égale conditionnalité, c'est-à-dire la création d'un certificat d'égalité salariale. Enfin, il y a tout un tas de revendications qui apparaissent à travers ça. Donc, tout ça pour dire quoi? En fait, on peut trouver des lieux où ces revendications peuvent se porter conjointement et pas forcément de façon conflictuelle. Alors, est-ce que ça veut dire que le conflit doit être annulé purement et simplement? Non, moi je ne pense pas non plus. Je pense qu'il faut prendre acte, en effet, du fait que certaines revendications sont spécifiques et ne peuvent pas être d'emblée portées au plan universel. Et ça m'amène à mon dernier point, j'espère que je ne suis pas trop longue, sur ce que j'appelle les paradoxes du discours universel. Parce qu'effectivement, en France, il y a une mauvaise réception de ces revendications qui apparaissent comme étant spécifiques, mais en réalité, parce que l'on n'en comprend pas la portée. Et c'est la même chose, si je reviens en arrière, les revendications féministes, qu'on appelle maintenant les anciennes féministes, sont des revendications existentielles. Et par conséquent, ce terme indique bien qu'il s'agit, en effet, quand ces revendications sont portées, ce sont des critiques qui sont émancipatrices pour soi. Et ce qui signifie bien que, par conséquent, d'autres ne peuvent pas les accaparer d'emblée, ne peuvent pas s'y joindre même d'emblée. Parce que là, il y a une ambiguïté forte qui fait que d'une certaine manière, on provoque le conflit de manière... il y a une espèce de réaction, de refus qui se pose. Et c'est ce que n'a pas compris, par exemple, Bourdieu, quand il a produit son texte sur la domination masculine, parce qu'il avait certes un discours très juste pour dire que le rapport, ce qu'on appelle la domination, est un rapport de pouvoir, c'est-à-dire que les femmes y sont aussi pour quelque chose. Mais je crois qu'il a fait le très intelligent, mais faisant le très intelligent, il s'est aliéné une partie des féministes et des femmes qui, effectivement, ont dit « mais celui-là parle à notre place ». Et c'est exactement ce qui se passe pour moi à l'heure actuelle. Et le discours de l'universel, il ne s'agit pas donc de le révoquer, au contraire. Moi, je pense que c'est un pas, mais il y a des pas, si vous voulez, vers l'universel, mais en aucun cas, on ne peut dire, par exemple, que les droits de l'homme à la française ou la laïcité à la française seraient en effet opposables d'emblée, c'est-à-dire que l'on fait comme si l'on brûlait les étapes. D'une certaine manière, je raccourcis un peu mon discours. Et je me suis un petit peu fondée sur, pour terminer mon texte, sur ce que note Balibar, parce que j'ai pas mal écouté de débats, notamment entre Norman Ajari, qui est donc l'un des... qui propose d'interroger la grammaire nationale de racialisation,
donc au nom des principes républicains. Donc, bon, il a fait pas mal de bouquins sur ce thème. Et puis, il y a eu un débat avec Balibar qui m'a paru intéressant, parce que Balibar, finalement, en vient à faire apparaître clairement que l'universalisme, je cite, ne fait directement ce qu'il dit, ni ne dit directement ce qu'il fait. Et il fait apparaître que chaque fois qu'est énoncé un universel, une catégorie dominante le met en œuvre à son avantage et donc le particularise. Il ajoute « L'universalité singulière à laquelle je m'intéresse n'est pas l'affirmation paulinienne de l'égalité des croyants, plus tard transférée à l'ensemble des humains. » Et il déclare qu'il est pour ce qu'il appelle l'égale liberté, c'est-à-dire le droit d'avoir des droits. Et en pratique, cela suppose que les individus et les groupes ne reçoivent pas d'un pouvoir souverain extérieur ou d'une révélation transcendante, mais s'attribuent eux-mêmes ce droit ou s'accordent réciproquement des droits. Autrement dit, ce qui apparaît là, c'est qu'effectivement, Ajari parle de souveraine dignité pour effectivement faire apparaître que ce qui compte, en effet, c'est dans l'idée d'émancipation pour soi, de ne pas le recevoir de l'extérieur, mais effectivement de pouvoir pas simplement se l'incorporer, parce que ça aussi, c'est une manière de dire c'est déjà fait, en fait. Donc, que fait apparaître Balibar, qui me paraît intéressant, il dit ceci, du coup, l'universel n'est pas violent parce qu'il ne se réfère pas à une norme, l'universel est ouvert et indéterminé, et par conséquent, c'est chaque fois une forme, temporaire d'équilibre, c'est-à-dire une politisation qui se réalise en fait par incorporation, mais pas par inclusion. Là aussi, le terme d'inclusion qu'on emploie aussi généralement, on parle d'intégration, alors là, c'est très mal, bien sûr, mais même inclusion n'est pas mieux, parce que d'une certaine façon, c'est reconnaître qu'on arrive dans un tout qui est déjà préformé. Voilà, donc j'en termine. En quoi consiste notre commun? Alors, pas très positif peut-être, si l'on considère, mais pourquoi pas. Il me semble que c'est plutôt dans le fait que le politique, ce qu'on appelle le politique, ce n'est pas les politiques, mais le politique garantisse un espace commun de liberté où puisse s'exprimer effectivement et se redéfinir l'utilité commune. Et effectivement, pas simplement en termes de besoins économiques, parce que ça c'est les besoins essentiels, on a beaucoup discuté là-dessus, mais aussi sur ce qui fait vivre effectivement dans la société. Voilà, je vais peut-être terminer. Je bouge l'ordinateur là, qu'est-ce que je fais? L'orienté, c'est ça? D'accord. Bon, merci beaucoup Marie-Claude de ton exposé qui je trouve passionnant. Comme souvent, quand je t'ai entendu, c'était toujours une investigation pour clarifier un certain nombre de concepts, et là, tu n'as pas failli à ton habitude, merci. Bon, je pose 2 ou 3 questions, mais pour laisser la parole ensuite à la salle. Bon, d'abord, j'ai bien aimé la manière dont tu as commencé en évacuant peut-être rapidement, et c'est peut-être ça qui est la question des classes. Je partage tout à fait ta vision très, 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 très subtile pour ne pas évacuer le concept de classe dans la société contemporaine. Première question, est-ce que le fait qu'il y ait, comme tu l'as dit, une invisibilisation de la conscience de classe, du fait qu'on est confronté à de multiples luttes qui se produisent et qui doivent être exprimées en termes de domination, est-ce que tu rapprocherais cette vision, par exemple, d'une analyse que fait notre collègue d'à côté, François Dubé, sur le fait qu'effectivement, dans l'ancienne configuration du capitalisme, on était finalement assigné à une condition qui fait qu'il y avait une seule voie d'expression de la contestation de cette domination, et le fait qu'aujourd'hui, il y ait eu de la part de l'évolution du capitalisme une individualisation par le biais de la fragmentation du tissu productif. Est-ce que tu rapprocherais cette analyse-là de cette
manière de voir qu'un certain nombre de sociologues aujourd'hui qui ne sont pas forcément issus de la même tradition intellectuelle, le marxisme pour le dire vite, mais qui en même temps proposent peut-être une vision qui permet de raccorder les différents wagons que tu as énumérés. Bon, ça, c'est ma première interrogation. J'ai assez aimé aussi le fait que tu relativises, mais de manière, je crois, astucieuse, le travail qu'a fait Noiriel et Pibaud, qu'ils ont dans leur livre qui est paru à l'automne dernier. Moi, j'ai lu ce livre-là aussi. J'ai trouvé que les scuds qui ont été envoyés contre ce livre manquaient de subtilité et que c'est vrai qu'il y a eu des maladresses sans doute dans l'approche de Noiriel et Pibaud, mais bon, ils ont permis, je pense, qu'il y ait un débat sur ces questions-là qui ne vont pas disparaître. Donc, et là, j'aurais aimé d'en savoir un peu plus sur comment tu l'avais perçu, cette discussion à l'emporte-pièce qui a eu lieu, et cette discussion qui était à sens unique, c'est-à-dire que tout le monde leur est tombé dessus sans voir un instant ce qui pouvait être audible dans leur travail. J'ai fait une maladresse là? Non, j'ai rien fait, c'est ça que tu veux dire. Bon. J'ai une deuxième série de questions qui est liée à ce que tu as appelé l'aporie de l'institutionnalisation. Il y a eu dans les mouvements alternatifs au cours des 2 ou 3 années qui se sont écoulés et qui a rebondi au moment de l'affaire de l'islamophobie à l'université et de la diatribe de la ministre Vidal. Il y a eu un retour de l'idée, est-ce qu'il faut faire des réunions non mixtes pour pouvoir donner cette expression comme tu l'as dit, il y a des revendications qui sont spécifiques, donc est-ce qu'il faut qu'il y ait des réunions où les Blancs soient exclus, ou lorsqu'il y a une réunion femmes, que les hommes soient exclus, etc. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Et puis, troisième question, et je termine là. Tu vas devoir me les rappeler parce que entre-temps, je vais former vas-y. Troisième série de questions, alors là, qui m'était venue avant même de t'entendre, en lisant le résumé que tu as envoyé, je m'étais imaginé que tu raccrocherais ce que tu as expliqué de manière très claire au concept de commun tel qu'il a été remis au centre du débat public à la suite du débat initié par Elinor Ostrom. Donc, est-ce qu'on peut faire un lien entre ton dernier point de l'exposé, à savoir que tu souhaitais une repolitisation de ces questions-là? Or, justement, Ostrom, ce qu'elle a mis en évidence, c'était que le fait que ce qui définissait en premier lieu le commun, à son sens, au sens des études qu'elle avait faites, des études de cas qu'elle avait faites, ce qui définissait le commun, c'était la manière dont les individus membres d'une communauté s'organisaient pour gérer démocratiquement ce qu'ils décidaient de mettre en commun. Alors, les pâturages, les lots, ce que tu veux. Donc, comme tu as mobilisé le concept de commun, est-ce que tu est-ce que tu fais un lien avec ce renouveau du débat et qui a été extrêmement nourri et au cours des dernières années? Alors, je pense au travail de Darnaud et Laval, je pense au travail des trois collègues femmes qui ont publié le dictionnaire des biens communs et dont l'une des représentantes était ici dans cette université il y a un mois, puisqu'il y a eu un colloque fait par l'Association française du droit de l'environnement et Judith Rockfeld était là pour expliquer comment elles avaient mobilisé ce concept de commun. Voilà, donc quel lien fais-tu avec ça? Bon, merci pour toutes ces questions. Alors, je vais commencer peut-être par le plus simple. Réoriente la caméra. Oui, plus simple. Sur l'histoire de la non-mixité, des réunions non mixtes, que ce soit que entre femmes ou effectivement entre noirs, etc. Oui, moi je pense qu'il faut, c'est un temps. Je pense que quand on est dans la phase de la prise de conscience, si j'en réfère à ce que moi j'ai vécu en fait dans les années 70, je peux considérer que effectivement on a besoin de créer effectivement voir que les expériences sont communes. Donc
lors de la phase de prise de conscience, c'est nécessaire. Après, au-delà, est-ce que ça doit perdurer? Non, pas forcément, je ne pense pas. Parce que de toute façon, ça serait une manière, d'une part, de se couper de l'ensemble des réalités. Alors, ça peut durer le temps. Et puis, de toute façon, on doit s'insérer dans des rapports. Donc, quelle que soit la thématique, oui, l'entre-soi, mais pas à l'infini. Puis d'autre part, pour une autre raison, c'est que je pense que on peut tomber dans le corporatisme assez facilement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai relié la question de l'intersectionnalité à l'universalité de cette manière-là, justement parce qu'il faut se garder aussi de ce danger qui serait celui de s'en référer uniquement à une catégorie à nouveau close, parce que c'est quand même ça aussi la question. Sur le concept de commun, alors, j'ai effectivement moi-même utilisé Ostrom à un certain moment, pas du tout pour ces objets-là, mais pour définition du commun, pour essayer de voir comment en agriculture, en viticulture, on pouvait dépasser les freins que représente l'utilisation des pesticides vus comme étant nécessaires et l'individualisme de chaque producteur qui fait que pris tout seul, il ne peut pas faire, mais lorsqu'ils sont organisés ensemble, et notamment dans des espaces conjoints, ils peuvent définir des espaces où on peut se passer de pesticides. Alors, bon, j'avais utilisé Ostrom, ça avait été un peu compliqué à manier parce qu'il y a 9 critères un peu difficiles, mais j'avais essayé de les tester sur des enquêtes que j'avais faites auprès des viticulteurs girondins. Bon, voilà comment faire bouger tout ça, parce que j'avais bien vu qu'il fallait que ça se collectivise quelque part pour que ça fonctionne. Bon, on n'en est pas très très loin, apparemment, puisque disons que les pouvoirs publics n'ont pas trop réagi, et finalement, je ne sais pas si la lutte contre les pesticides a progressé, je n'ai pas l'impression. Ce que je reprochais à l'analyse d'Ostrom, c'est quelque part qu'elle reste dans une définition du commun assez localiste, oui. De fait, c'est forcément ça, puisque les acteurs doivent pouvoir s'entendre, donc il y a le périmètre un peu limité. Alors après, il faut relier ça à tout ce qui fait notre vie, c'est-à-dire l'espace monétaire, donc là, je pense que là, il y a quelque chose qui voit ses limites. Voilà, je dirais simplement ça, qui voit ses limites. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'exposé que j'ai fait, j'ai essayé de relier ça à la question de l'universel à la française, parce que c'est quand même une manière de dire qu'en effet, ce n'est pas la même chose, mais il peut y avoir quelque chose de commun qui soit à définir. Bon, alors concernant Dubé, je ne sais pas, à vrai dire, moi, je n'ai pas l'impression qu'on ait une analyse très claire de ce qu'est le capitalisme actuellement. C'est la raison pour laquelle je me garde de préconisation, j'ai du mal. Et j'ai du mal, l'une des raisons pour lesquelles j'ai du mal, c'est qu'on n'a pas vu toutes les implications encore de ce qu'on appelle le numérique et le financier liés. Et du fait, pour moi, le numérique représente certes peut-être une avancée, mais je pense que les réseaux sociaux sont aussi une manière extrêmement perverse, je pense que c'est le mot, oui, perverse de faire du collectif. C'est-à-dire que l'on assiste effectivement à la formation de communautés, mais qui effectivement sont importantes, ils peuvent donner l'idée que derrière, il va y avoir quelque chose de... Il y a comme une espérance qui se construit, mais en réalité, le collectif est temporaire, mais très temporaire. Et par conséquent, est-ce qu'il en... Enfin, peut-être mon biais, mais je trouve qu'il n'y a rien de construit derrière ça. Voilà.
Et je n'ai pas noté ta première question. Mais je pense que... Non, mais tu as indirectement répondu. Donc, plutôt que de la reposer, je voudrais voir s'il y a des questions dans la salle. Et puis, sur le Zoom, il y a 3 ou 4 personnes là, qui sont inscrites. D'accord. Donc, j'enlève le masque pour que vous m'entendiez sur Zoom. Donc, si vous souhaitez poser une question ou intervenir à la suite de l'intervention de Marie-Claude, n'hésitez pas à le signaler. Alors, peut-être dans le chat, hein, où il est où le chat là? En bas à droite. Je ne vois pas, je n'ai pas les lunettes qu'il faut. Ici, il est ouvert. Hein. Ah, il est ouvert, d'accord. Oui, Et est-ce qu'il y a que demain? Dans la salle ici, y a-t-il des interventions au sujet de ce qu'a dit Marie-Claude? Oui, moi, je vais en faire une. Voilà. Alors, Dominique. Je trouve passionnant la manière dont tu abordes les choses et qui nous permet, je dirais, de dépasser, entre guillemets… Dominique, est-ce que tu es sûr que ce que tu dis est… Si tu es loin, ça m'étonnerait que de vos yeux m'entendent. Non, mais voilà. Non, moi, la question… Non, je voulais Je peux remercier… confirmer qu'on entend à distance. Vous entendez à distance, ok, Oui. super. Donc, non, moi, j'ai beaucoup apprécié ton intervention, et notamment parce qu'il y a un vrai débat actuellement entre, je dirais, les tenants entre classiques du féminisme et puis ceux qui sont engagés, je dirais, dans les mouvements intersectionnels. Et on a l'impression qu'on est face à quelque chose d'indépassable, mais qui fait fracture réellement, hein, puisque dernièrement, là, j'ai vu par exemple que les féministes, enfin certains féministes ont organisé une manifestation non mixte à Bordeaux dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, et bien sûr, et la CGT et le Parti communiste se sont désolidarisés, je dirais, de cette manifestation, non pas des objectifs de lutte, mais qui montrent bien que ces questions-là, elles interrogent, elles questionnent, et je trouve que la manière dont tu les abordes me semble intéressante, et intéressante à la fois sur la façon dont tu montres la nécessité, je dirais, de ces combats spécifiques, mais en même temps, tu travailles la question de l'universel et tu le présentes l'universel non pas comme quelque chose de figé, mais comme quelque chose qui est en mouvement, qui est en construction et qui est en devenir. Et ça, je trouve que c'est l'aspect le plus passionnant de ton intervention. Voilà, je n'ai pas de questions particulières à te poser, mais je trouve que ton exposé nous aide beaucoup dans la réflexion d'aujourd'hui. Oui, justement, à propos de la manif non mixte, moi, oui, personnellement, je ne suis pas fan, je peux dire comme on dirait maintenant, mais bon. Il veut dire que tu n'y étais pas. Non, je sais pas. Alors, à nos âges, on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe, mais enfin bon. Oui, mais je veux dire, oui, moi, je peux me joindre à des manifestations qui ne sont pas demandées spécifiquement pour moi. Ça m'est arrivé plein de fois. Mais justement, ça me permet de rebondir sur une chose que je n'ai pas abordée, c'est justement Noiriel. Oui. Personnellement, je l'apprécie beaucoup comme auteur. Et c'est vrai que, comme chercheur, et c'est vrai que j'ai bien contente de voir que l'accent était mis à nouveau sur l'histoire, par exemple, ouvrière, des choses qui finalement sont ignorées. Et ceci dit, dans le débat, là aussi, c'est vrai que c'était tout à fait outré et tout à fait pas normal. Mais ce n'est pas un hasard si il a utilisé le terme identité, et là, je crois qu'il a fait une grosse erreur sur le terme. Que Fassin a corrigé le terme, a employé un autre terme, de peut-être plus adroit, dirons-nous, mais ça ne fait rien. À l'heure actuelle, où on essaie justement de dire que tout est une question d'identité et que par conséquent, quelque part, ça doit être récusé, je crois que ça, à gauche, ça, c'est pas une bonne entrée. Mais ceci dit, oui, moi, je suis en train de lire ce qu'il a écrit aussi sur le venin dans la plume, c'est ça, de Maurras. J'avais assisté à sa présentation à la machine à lire, très intéressant. Voilà, Maurras, le nouveau candidat à la présidence. Oui. Voilà. Oui. Vas-y. J'ai deux thèmes à rapidement
sur le début de votre Alors, intervention. excusez-moi, Oui. est-ce que vous entendez la question qui vient de la salle? Voilà, parle un peu plus fort si tu veux. Bon, d'abord, classe ouvrière en France, je ne suis pas démographe, mais je crois que numériquement, elle se réduit de plus en plus. Et la population qui prend de poids dans la démographie française, c'est plutôt une classe moyenne qui, pour l'instant, n'a pas vraiment d'identité politique ou d'orientation politique bien définie, puisque ses votes oscillent un petit peu dans tous les sens sur l'échiquier qui est proposé aux élections différentes. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, je pensais plutôt intervenir sur la conférence de demain soir sur l'intersectionnalité dans le titre. Moi, je vois ça vient des États-Unis, je crois, historiquement. Moi, quand j'étais petit comme vous, j'ai vu des organisations qui proposaient des groupes femmes. Et les filles, à l'époque, avaient besoin de se réunir entre elles parce qu'il suffisait qu'il y ait un seul homme dans la réunion, dans la salle, pour que certaines ne parlent pas ou que celles qui s'expriment différemment tant qu'il n'y avait pas d'hommes. Cette dimension-là était tout à fait justifiée. Ça a permis à des femmes de parler, de prendre en main leurs problèmes, leurs souffrances et leurs dominations spécifiques. Bon, pour ce que vous avez tout évoqué, moi, je suis un petit peu gêné. L'intersectionnalité, si vous voulez, c'est une accumulation de domination. Moi, quand j'ai été élevé au fait que les races n'existent pas, et ce qui existe, c'est le racisme. Et lorsqu'on met en place le fait que ce combat, si vous voulez, je pense que l'intersectionnalité réintroduit la notion de race. Ça m'embête un petit peu. De même sur toutes les femmes, toutes les dimensions, si vous voulez, chaque fois, c'est différent de domination et on n'est pas tous unis face à un même problème. Moi, le problème principal dans ma vie, c'est la lutte de classe, plutôt que d'autres. Et tous les autres sont légitimes, je ne les dénigre pas. Et à mon avis, tel que c'est monté, tel que c'est mis en place, et bien outre-Atlantique, ou une société qui est organisée un peu différente de la nôtre, mais nous, on les reproduit avec 10-15 ans de retard, et ça va arriver aussi, c'est déjà arrivé d'ailleurs. Est-ce que cette nouvelle mode, cette nouvelle intersectionnalité ne sert pas justement à mettre la lutte des classes au même niveau que toutes les autres et à la faire disparaître au milieu de la forêt de toutes les dominations, de toutes les souffrances, de toutes les discriminations que l'on peut subir, sexuelles ou autres. Par exemple, si je suis intersectionnaliste, ma petite sœur est drag queen. Je trouve normal et c'est très bien et c'est heureux que les intersectionnalistes la soutiennent. Il se trouve aussi que je suis le grand-père de deux petites filles et que ma maman, qui est une femme âgée, dans notre société, dans notre vie commune, a envie d'exciser mes petites filles. Est-ce que c'est notre culture, on est dominé, on est combattu, on est contraint d'arrêter ça, il faudrait que nous soutenions et qu'à la LGBTQI+, et tout ça, il faut rajouter une lettre de plus pour défendre la culture de l'excision. Est-ce que voilà, c'est vers ça que ça va, c'est pour ça que ça m'agace un petit peu, et que toutes ces dominations qui sont toutes légitimes et qu'il faut combattre, et le combat des féministes est légitime comme celui des autres, masque un petit peu le combat qui pour moi est essentiel, qui est la lutte des classes. Toutes ces dominations résultent d'une société de classe. Merci. Oui. Alors, la classe ouvrière, oui, bien sûr qu'elle est réduite. Elle est réduite en termes de catégories socio-professionnelles. On le mesure un petit peu, on essaie. Et c'est vrai qu'il y a du flou là-dedans parce que ce qu'on appelle classe ouvrière, moi, ce que j'entends, en fait, c'est une recomposition qui déborde effectivement l'idée que les individus appartiennent au salariat classique industriel. C'est vrai que, par exemple, pour moi, à l'heure actuelle, pour aller plus simplement, tous les livreurs font partie effectivement d'une nouvelle classe ouvrière. Alors effectivement, on a un problème avec les dénominations, mais en fait, si on regarde bien, moi, ce que j'essaie de critiquer, c'est l'idée que, certes, il y a une classe moyenne, mais plutôt, je dirais, il y a des classes moyennes. Et donc, on doit essayer de faire la distinction entre, par exemple, l'artisan qui peut se référer, en effet, à la classe moyenne, et puis l'employé de bureau qui lui aussi va être classe moyenne. Et de toute façon, il y a quelque part, c'est vrai, une aspiration de tous à faire partie de cette classe moyenne. Mais en réalité,
cela revient à masquer les différences. Et je pense qu'elles sont très importantes. Et si on se réfère, par exemple, à la possession d'un capital, d'un patrimoine, ce que j'essayais de montrer, c'est qu'en réalité, je suis allée assez vite, hein, les différences de classe, elles perdurent. Si on a des critères précis comme ça, on s'aperçoit très vite qu'en effet, il y a toujours des classes et en effet, il y a des conflits de classe et des luttes de classe. Mais pas forcément. Justement, le langage de l'idéologie consiste à nous dire qu'on est tous dans le même entonnoir de la classe moyenne, ce qui est une façon très claire en effet, de limiter l'idée que les classes pourraient encore subsister et exister. Elles pourraient exister. Bon. Voilà. Alors, quant à l'idée que nous avons importé de l'intersectionnalité des États-Unis, oui, en tant que terme. Bon. Et là aussi, il y a tout un débat parce que c'est très, très compliqué. Derrière ce mot, il y a énormément dans l'institution académique, alors pour le coup, énormément de discussions, puisque certaines se rattachent effectivement à quelque chose qui est proche de l'identitaire, pour aller vite, et d'autres vont plutôt vers, si j'ai cité Sirma Bilger, c'est parce qu'elle est venue en France, elle a fait des conférences notamment dans certaines facs, et elle a fait apparaître qu'elle est marxiste. Donc l'idée, c'est d'essayer d'articuler en effet cette vision qu'il peut y avoir de multiples dominations, voilà, le fait est là, avec une analyse qui est effectivement une analyse de classe. Alors, je ne prétends pas qu'elle y arrive, ça c'est encore autre chose. Là, vous avez abordé un aspect de l'intersectionnalité qui est celui d'une forme de fermeture de certaines revendications actuelles, par exemple des revendications décoloniales qui vont en effet paraître contraires aux intérêts même des personnes qui les défendent, parce que, in fine, bon, c'est pas très clair, mais disons que sur la question de la race, vous avez été élevé, avez-vous plus ou moins dit, dans l'idée qu'il n'y a pas de race, pas de race. Certes, sur le plan de la biologie, mais en gros, la question n'est pas là, il y a l'idée, c'est même pas la question de la couleur de la peau, c'est la question de fait que les personnes qui la subissent, cette domination, sont racialisées. Le terme racialisé dit quoi? Qu'ils sont sans cesse renvoyés au fait d'être cela, et uniquement cela. Et donc, c'est ça qui compte, en effet, dans leur lutte. Après, et c'est pareil pour les femmes, le fait qu'on nous renvoie à quoi? À l'éternel féminin, qu'on soit naturalisé, essentialisé. C'est ça qui compte dans la lutte que nous avons à mener. Essayer de montrer qu'en effet, ce sont des faits sociaux. Le genre, par exemple, c'est quoi? C'est un principe de division de la société en deux catégories. Le genre n'est pas naturel, ne renvoie même pas à l'idée du sexe, c'est-à-dire de la différence physique. Ça renvoie à une construction qui est une construction sociale. Et alors, c'est vrai que sur ce terrain-là, beaucoup de choses ont été discutées et en effet, à partir de là, se construisent des rôles sociaux. Et ces rôles sociaux sont contestés de la part des femmes. Bon, les discriminations sont contestées de la part de ceux qui les subissent. Pourquoi? Parce que ceux qui sont de l'autre côté, disons, pour le coup, là, il y a une lutte, ont des privilèges à perdre. Bon, et bien, écoute, oui, Fabien. Alors, on est pressé par le temps, là, il est 10h30, donc si la question est rapide et la réponse pareille, on peut l'accepter. J'arrête pour m'entendre un petit peu mieux. Hein, oui. J'aurais juste trois points. La première, c'est que ceux qui disent que les classes ont disparu,
c'est évidemment ceux qui disent que les rapports de domination et d'exploitation ont disparu. Mais est-ce que il n'y a pas une part de responsabilité de ceux qui réduisent la classe ouvrière au col bleu à la classe ouvrière industrielle? Alors que précisément, comme tu l'as dit avec Hubert, la classe ouvrière, elle est bien plus large que ça, c'est les salariés, mais pas n'importe quel salarié, parce qu'il y a des PDG qui sont salariés aussi. Et donc, est-ce que ce n'est pas un peu de la faute qu'ils disent ceux de classe ouvrière et de classe industrielle? Voilà, bon, enfin, bref, donc je fais bref. Ouais, j'avais un deuxième point sur l'intersectionnalité. Rapidement, oui, là, c'est la question de priorité ou de hiérarchie ou pas. Mais je crois que plus qu'une priorité, je crois qu'il y a une interpénétration, une dialectique. En gros, une femme qui est salariée, qui est noire et qui est homosexuelle, elle est plus exploitée qu'un homme qui est salarié, qui est blanc et qui est bureau. Et donc, voilà, je ne pense pas qu'on peut hiérarchiser, mais simplement qu'on peut dire l'exploitation prend de multiples formes et la question sociale n'est pas la seule dans tout ça. Mais c'est justement le troisième point, c'est sur Noiriel. Il lui a été reproché à Noiriel de voir que la question sociale. Mais au contraire, moi je pense que c'est un faux procès qu'il lui a fait. Au contraire, Noiriel a dit la question sociale, elle existe. Il ne faut pas l'oublier dans l'intersectionnalité, il ne faut pas la noyer. Et précisément, la pandémie, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré que ce qui prend le plus cher, c'est les quartiers pauvres et c'est les métiers les plus utiles qui sont les moins bien payés. Et c'est en gros ce que nous montre ça. Donc, je crois que la pandémie, elle met la question sociale au centre et elle donne un peu raison à Noiriel. Je suis très prêt. Oui, mais Noiriel dit ça, mais en fait, il a dit ceci. L'intersectionnalité n'est pas la clé unique qui nous permette de lire le social. Alors, évidemment, mais si l'on ne prend comme clé de lecture qu'une clé qui soit préformée, on a une lecture préformée du réel. Voilà. Et la lecture en termes de classe, elle a pour elle l'avantage de l'antériorité. Donc, quelque part, elle est davantage, en tout cas au niveau académique, elle va apparaître comme étant quelque chose. C'est un faux avantage, ça n'est lettre pas vrai. De noblesse. Mais en réalité, c'est faux, parce que c'est des questions qui sont figées, qui restent figées. Et quelque part, quand tu dis que, par exemple, on voit les ouvriers comme uniquement les ouvriers dans l'industrie automobile, voilà, le Fordisme, etc. En effet, on est resté à des visions qui sont des visions figées et qui doivent, à mon sens, être renouvelées. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, et l'analyse de classe et les analyses qui se réclament de l'intersectionnalité ou pas, parce qu'en fait, c'est un mot, un concept. Il dit quoi, le concept d'intersectionnalité? On lutte contre le toute chose égale par ailleurs. C'est ça. Alors, pour conclure, je lance une ultime question. Est-ce que c'est une question d'antériorité ou est-ce qu'il n'y aurait pas un reste de la détermination des superstructures par l'infrastructure en dernière analyse? C'est ça, au fond, la question générale. Bon, mais ça sera pour une autre fois. Oui, reste débat. Et Gérald, ça t'ennuie qu'on arrête là-dessus? De toute façon, on réinvitera Marie-Claude pour une conférence. L'année prochaine? Non, pas l'année prochaine, avant l'année prochaine, pour une conférence pour continuer à réfléchir sur ces questions-là. Oui, puis il y a Bernard Couturier qui intervient sur le thème demain soir, je crois. Donc j'essaierai d'intervenir à ce moment-là. Ta compréhension. Merci. Alors attends. Tu gères là le passage? Oui.